La mère de Robert Hirsch pensait qu'il était un bébé tellement laid qu'elle a refusé de le regarder. En fait, elle a refusé de le ramener à la maison avec elle. Ce moment a façonné sa vie, mais pas de la façon dont vous pourriez vous y attendre. Et entendre comment Robert a redéfini ce qui signifie vivre une vie étiquetée, moche et handicapée est vraiment inspirant. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de l'histoire de Robert Hirsch. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. C'était en 1972, une autre époque. Les échographies des grossesses étaient rares et Marie Hirsch n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Son cinquième enfant, un petit garçon nommé Robert, est entré dans le monde avec deux jambes gravement mutilées et une tumeur massive à la place de son nez qui a poussé ses yeux vers les bords les plus éloignés de son visage. Après avoir entendu le médecin décrire les traits de son nouveau-né, Marie a choisi de ne pas regarder. Il lui a fallu une semaine pour jeter les yeux sur Robert, et elle a alors décidé qu'elle ne le verrait jamais. J'aurais aimé qu'il s'en aille ou meure ou quelque chose comme ça, a-t-elle admis dans son journal. Je voulais juste en finir avec tout. Son mari, ouvrier manuel et son seul soutien de famille, a accepté sa décision. Ils sont rentrés chez eux sans leur bébé. Le médecin généraliste de Marie lui a dit qu'elle prenait la bonne décision. Marie est l'un des héros des nouveau-nés, mais moi de Robert, l'est et pas simplement parce qu'un mois environ après sa naissance, elle accepterait les différences de son fils et le ramènerait à la maison. Elle était également disposée à briser les tabous et à parler ouvertement de sa réaction initiale. D'abord à sa famille, puis publiquement. Quand Robert avait 4 ans, son histoire est devenue une nouvelle nationale dans l'Australie natale. Il avait subi la chirurgie de reconstruction faciale la plus avancée jamais pratiquée là-bas. Et sa famille a accepté un profil dans l'un des principaux journaux du pays. Marie ne s'est pas retenue. Elle a expliqué ses premières réactions à la naissance de Robert, son choc et son chagrin, et sa décision de le laisser à l'hôpital. Le journaliste a hésité et a suggéré de ne pas inclure ces détails, mais Marie a insisté. Ma mère a dit, s'il te plaît, c'est parce que c'est vraiment important. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas grave s'ils ont ce genre de sentiments, se souvient Robert. Il ne devrait pas se sentir coupable de ne pas passer directement du choc et de la surprise à l'acceptation totale en l'espace d'une minute. Robert et sa famille continueraient à raconter les histoires publiquement pendant des années. Il y a d'autres parents qui font face à des défis similaires à nous, avait dit Marie, et nous les devons probablement d'aller parler des nôtres. Aujourd'hui, après une carrière de journaliste et de conseiller politique, Robert fait la même chose en tant que défenseur du handicap. Nous lui avons parlé pour Sophia, un projet de collecte de leçons de vie de personnes fascinantes. J'ai besoin que le monde ait une meilleure compréhension du handicap, a-t-il déclaré. Je profite de loin que nous passions du temps à avoir des conversations gênantes, embrassantes et parfois difficiles. Parfois ennuyeuses, parfois incroyables et géniales, car c'est la seule façon de les surmonter. Après ma naissance, un médecin lui a suggéré de tenir un journal. Elle devrait écrire ses pensées et ses sentiments sur le fait d'avoir un fils qui avait une défiguration faciale massive et 2 jambes déformées. Alors elle l'a fait. Elle a écrit sur les circonstances factuelles autour de ma naissance et sur ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Mais elle a aussi écrit très honnêtement sur ses propres sentiments. Maintenant, je suis sûr qu'il était précieux pour elle d'écrire tout cela. Mais elle aurait pu le cacher. Elle aurait pu le mettre dans le placard et l'enfermer. Mais elle ne l'a pas fait. Ce petit journal bleu était soit sur sa table de chevet, soit à côté du canapé ou sur la table de la cuisine. Il nous a jamais été caché. Même avant de pouvoir lire, j'ai eu le sentiment que c'était l'un de ces projets de pouvoir qui existent dans une maison. Quelque chose qui a un but au-delà de sa simple signification physique. Et comme il y avait des mots dedans et que c'était tout le temps, je demandais à ma mère de me lire un extrait de son livre. C'est ainsi que j'ai appris sa décision. Finalement, il est arrivé au point où je lui ai dit « Pouvez-vous me lire un extrait du livre ?»
C'est le moment où vous ne vouliez pas me ramener à la maison. Son journal était une ressource très importante pour moi. Elle est décédée il y a environ 18 ans. Donc, elle n'était pas là quand j'écrivais mon livre. Mais je pense que son honnêteté et sa franchise m'ont aussi donné la permission d'être très ouvert sur cette histoire. J'imagine que certaines personnes n'apprécient pas le titre de votre livre, Moche. Comment y répondrez-vous? J'y pense beaucoup, et c'est un titre un peu provocateur. Mais en fin de compte, c'est un mémoire et c'est mon histoire. Je pense vraiment que je suis moche. Nous ne serions pas tous d'accord sur qui est la plus belle personne du monde. Mais il y a une énorme esthétique de beauté dont je suis très loin. Et je n'ai aucun problème à me décrire comme moche. Je n'ai aucun problème si les gens ne sont pas d'accord avec cela non plus. Mon histoire prend globalement une hache qui me voit atteindre un niveau d'acceptation avec mon apparence. Mais un point que je faisais en qualifiant le livre de laid est que nous ne pouvons pas convaincre les enfants que les différences d'apparence n'ont pas d'importance en prétendant qu'elles n'existent pas. Je pense que parfois, les adultes sont trop faussement polis en disant non, ne vous inquiétez pas, tout le monde est beau, vous êtes tous beaux. C'est comme si tous les enfants ont une certaine beauté. Mais si un enfant est vraiment conscient d'une partie de son apparence que la plupart des gens du monde lui suggéraient de ne pas être belle, alors je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'aider cet enfant. Ah oui, j'ai choisi laid, parce que cela me décrit, mais je n'ai absolument aucun droit et aucune inclination à porter un jugement sur les autres. Vous écrivez sur le fait d'être taquiné quand vous étiez enfant, mais vous dites aussi une sympathie pure et saine peut être tout aussi frustrante. Parfois, les passants inclinaient la tête et offraient un sourire immérité. N'est-il pas merveilleux, inspirant, incroyable? Disait le sourire. Comment préfériez-vous être approché? C'est dû, je pense que la meilleure circonstance est de s'engager avec quelqu'un autour de sa réalité et d'avoir une conversation avec lui en fonction de son existence réelle et d'essayer d'améliorer votre compréhension d'eux, de qui sont et des problèmes auxquels ils sont confrontés. Maintenant, si vous passez dans la rue et que quelqu'un vous sourit, vous ne devrez probablement pas devenir grincheux à ce sujet, je comprends. Mais dans la mesure du possible, je préfère en fait que les gens essaient simplement d'avoir une conversation avec moi. Même si ce sont des inconnus qui me disent « Qu'est-ce qui se passe avec votre visage? Avez-vous eu un accident ?» Maintenant, c'est juste moi. Et ce n'est pas une prescription pour tout le monde. Mais je suis souvent frustré parce que vous verrez un article du genre « Cette chose à ne pas dire à une personne handicapée » ou 10 choses à ne pas dire à quelqu'un en fauteuil roulant. Je suis sûr qu'ils ont déjà été sur HuffPost, sur une base individuelle, et qu'aucun d'entre eux n'a nécessairement tort. Mais ce qui me préoccupe, c'est que cela ne fera que donner aux gens l'impression qu'ils ne devraient pas du tout parler aux personnes handicapées parce qu'ils vont vous dire quelque chose de mal. Je crains que le message ne finisse. Soyez très prudent lorsque vous parlez car vous pourriez vous tromper et je vais me fâcher contre vous. Et mon message est le suivant. Je ne vais pas me fâcher contre vous. J'ai besoin que le monde ait une meilleure compréhension du handicap. Nous sommes loin derrière. Je pense qu'à certains égards, nous sommes particulièrement complexes parce que le handicap est vraiment vaste. Je n'ai pas de jambes, mais mon expérience du monde est totalement différente de celle des personnes qui par exemple ont une déficience visuelle. Simplement parce que j'ai un handicap, je ne peux pas nécessairement parler en leur nom. Je préfère de loin que nous passions du temps à avoir des conversations gênantes, embarrassantes, parfois difficiles, parfois ennuyeuses, parfois étonnantes et géniales, car c'est la seule façon de les surmonter. Quand on lui a posé la question de savoir ce qu'il ressentait sur le fait d'être parent, Robert a dit « Être père m'a révélé à quel point les enfants sont ouverts à la différence dès le début. Ils doivent incorporer dans leur univers des histoires sur les ours parlants, les trains parlants et tout le reste de maman, papa, chat, chien, tout le reste du monde. Et il est en fait facile pour eux d'incorporer la différence et la diversité dans leur vision du monde si cela existe dès le départ et ce n'est pas caché ou traité comme précieux. Avec ma fille aînée, j'avais cette vague peur qu'elle atteigne un âge et réalise à quel point j'étais différent. Je me suis dit qu'elle arriverait à 4, puis elle se rendra compte à quel point je suis différent et elle recule. Et elle est arrivée à 4 et cela ne s'est pas produit. Or, ai-je pensé peut-être quand elle sera un peu plus âgée, elle arrivera à 5 et elle réalisera à quel point je suis différent. Et elle est arrivée à 5, puis à 6 et elle allait bien. Et finalement, je me suis bien rendu compte, non, elle comprend juste. Son père n'a pas de jambes, il a une drôle de tête.
et cela fait partie de sa vision du monde. Et je pense que c'est en fait aussi important pour les démonstrations de diversité dans les médias et la culture. Et c'est autour du sexe et de la sexualité, de la race et du handicap, tout un tas de choses. Parce que si les enfants voient ces représentations, alors je pense qu'ils les accepteront beaucoup plus parce qu'elles sont incorporées à leur réalité dès le plus jeune âge. Voilà, c'était l'histoire de Robert Hoche. Dis-nous ce que vous pensez de cette histoire. N'hésitez pas de nous donner votre avis dans les commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.